y a quelque temps encore, les cancers, on disait que c'est des maladies des Blancs. Chez nous, on n'en voyait pas. Le professeur, si on lui demande, je crois qu'il prendra 3 jours pour nous parler des cancers chez les pauvres. On en a de plus en plus. Et ça pose d'énormes problèmes. Pourquoi? Parce que ces pauvres, déjà, qui n'ont pas assez d'argent, doivent faire face à ces traitements anticancéreux qui sont lourds. Mais en faisant face à ces traitements anticancéreux qui sont lourds, ils ont aussi le paludisme qui est là. Alors il faut traiter le paludisme. La conséquence, c'est qu'on a une réduction de l'accès aux médicaments que l'on constate aujourd'hui. Avec cette transition épidémiologique, réduction de l'accès aux médicaments et donc de mortalité puisqu'on n'a pas de médicaments pour se faire soigner. Mais, conscient que le médicament constitue le premier poste des dépenses de santé, les pouvoirs publics se battent à lever le défi du coût du médicament. Parce que on veut mettre les médicaments à la disposition des populations. Mais le coût reste un facteur limitant. Les budgets médicaments ne font qu'exploser, qu'il s'agisse des ménages, qu'il s'agisse des formations sanitaires, qu'il s'agisse des gouvernements. Les budgets médicaments ne font qu'exploser, si bien qu'on est en train de mettre en place un certain nombre de mécanismes de solidarité. Vous vous souviendrez, on a décrété gratuité du paludisme, gratuité du VIH-Sida. Mais quand on va fouiller, en fait, c'est gratuité des médicaments. On donne des médicaments gratuits, on continue parfois même à payer la consultation, mais le gouvernement, ce qu'il met à disposition, c'est le médicament pour gratuit. Aujourd'hui, on va vers la CAMU. Mais le premier poste de dépense de la CAMU sera également le médicament. Avec le coût du médicament, les expériences constatées ailleurs, dans d'autres pays, ont montré des effondrements de ces mécanismes de solidarité, l'assurance maladie, qui s'effondrent dans un certain nombre de pays parce qu'on perd la maîtrise du médicament, on perd la maîtrise du budget. Les médicaments coûtant de plus en plus cher, la part du budget qui est mis dans le médicament avale ce qui devait aller pour le reste des lignes budgétaires. Si bien que le médicament générique, nous pensons, est une opportunité. Utiliser le médicament générique devrait nous permettre d'améliorer justement cet accès aux médicaments et donc de lever les défis. Quand je me fonde sur le constat de l'OMS, qui dit qu'on peut gagner 60% sur nos budgets si on remplaçait le médicament générique, le médicament princeps innovateur plutôt par le médicament générique, vous vous imaginez ce qu'on pourrait faire de ces 60% qu'on gagne. Ce serait très intéressant de récupérer cette masse pour l'injecter peut-être dans le renforcement des systèmes de santé. Mais, c'est là toute la question. Quel médicament générique il faudrait alors utiliser si l'on veut avoir des gains? Et c'est le thème de notre entretien de ce matin. Et nous allons passer en revue un certain nombre de principes. Je ne vais pas définir le médicament. Je suppose que nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous savons ce que c'est que le médicament. Mais là où peut-être nous devons nous accorder, c'est que le médicament, il a une certaine classification. Il y a plusieurs classifications, mais là, je vais rester sur une classification particulière. C'est que le médicament se répartit en spécialité pharmaceutique et en préparation magistrale et officinale. Des préparations magistrales et officinales, c'est un médicament qu'on va préparer, on va fabriquer pour une personne ou pour un petit groupe de personnes. C'est pour leur maladie. C'est-à-dire, je vais fabriquer un médicament pour soigner la diarrhée de docteur Poiti. Ça, c'est un médicament magistral, une préparation magistrale. Mais lorsque je fais un médicament pour tout le monde, je ne sais pas. D'entre vous le prendra. Là, c'est une spécialité pharmaceutique. Et dans les spécialités pharmaceutiques, nous avons également deux classes. Nous avons les médicaments d'origine et les médicaments génériques. Le médicament d'origine, c'est le médicament innovateur. J'ai réfléchi, je cherche, à partir d'une molécule, j'ai produit le premier médicament. C'est un médicament innovateur qu'on appelle couramment le princeps. Mais à côté de ça, lorsque je l'ai breveté, le brevet tombe dans le domaine public, tout le monde peut le fabriquer. Et on en fait des copies. Et ces copies, c'est ce qu'on va appeler des médicaments génériques.
Mais parmi les médicaments génériques, encore, nous en avons de deux types. Nous avons les génériques de marque, c'est-à-dire que celui qui veut fabriquer ce générique, qui a acheté sa licence pour fabriquer le médicament, il va encore payer des droits de marque. Les droits de marque lui permettent à ce moment de donner le nom qui lui plaît à ce médicament générique. C'est pour cela que vous avez des Efferalgan, c'est pour cela que vous avez des ça, ce sont des médicaments génériques de marque. À côté de cela, le fabricant, il dit j'ai payé ma licence, mais je ne veux pas payer les droits de marque. Il est obligé d'utiliser à ce moment la dénomination internationale du médicament, la DCI comme on dit. Il peut ajouter une fantaisie, mais il doit garder la DCI. Et là, on dit le générique non lié à la marque. Et si je garde le même exemple, j'ai paracétamol Lucien, paracétamol Ubi. Ça, ce sont des génériques non liés à la marque. La conclusion, c'est que nous ne devons plus continuer à opposer générique à spécialité. Parce que le générique est une spécialité pharmaceutique. Ce qu'on doit opposer, c'est le générique au princeps, pas le générique à la spécialité. Ce qu'on peut également opposer, c'est le générique de marque au générique non lié à la marque. Donc, un certain nombre de médicaments que nous appelons spécialités ne sont pas des spécialités, ce ne sont que des génériques liés à la marque. Autre chose à retenir, c'est qu'un médicament, c'est un principe ou des principes actifs et des excipients. Les excipients n'ont aucun effet thérapeutique. Ce sont des produits qu'on ajoute soit pour améliorer la couleur, parfois aussi pour faciliter la distribution du médicament dans l'organisme. Mais ce sont des produits. Ils n'ont pas d'effet thérapeutique, mais ce sont des produits et nous verrons leur importance tout à l'heure. Alors, revenons aux médicaments génériques. On a dit que c'est la copie du princeps. Cela veut dire qu'il doit avoir le même principe actif que le médicament innovateur, la même forme pharmaceutique, le même dosage et la même efficacité. Par contre, on n'exige pas qu'il ait les mêmes excipients dont on venait de parler. On peut changer les excipients. Ce qui compte, c'est qu'on ait le même principe actif. Ensuite, on n'exige pas qu'ils aient tous la même apparence. L'innovateur peut être de couleur blanche, le générique peut être rouge. L'innovateur peut être un comprimé rond, le générique peut être un comprimé carré. Il n'y a pas de problème. Il s'agit bel et bien d'un générique puisque nous avons le même dosage, la même forme pharmaceutique et la même efficacité. Alors, je vous mets là une liste de médicaments génériques qui viennent d'un même innovateur. Et vous voyez que nous avons une liste de 26. Tout ça, ce sont des amoxicillines 250 mg en suspension buvable de 5 ml. Et ça, c'est ce qui circule chez nous pour un seul produit. Et je ne sais pas si dans la salle, quelqu'un peut nous dire de tous ces 26 produits, lequel est le médicament innovateur, donc différent des génériques. Lequel est à l'origine? 30 secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut? Apparemment, non. Alors, je vais vous dire que pour l'amoxicilline, le médicament innovateur, c'est Clamoxyl. C'est le premier qu'on a fabriqué. Il est encore sur le marché. Il y en a qui sont venus après, qui ont même disparu. Bactox vient de disparaître. Avant lui, Iconcil avait disparu. Il y en a beaucoup qui ont disparu. Mais lui, c'est le tout premier, il est encore là. Donc, Bactox n'était qu'un générique de Clamoxyl. Alors, quand on a dit cela, retenons que le médicament d'origine, plus ces médicaments génériques, donc les 26 là par exemple, forment ce qu'on appelle un groupe générique. Et selon cette loi 10-2010 du Congo, mais dont les dispositions ont été prises ailleurs, selon les recommandations de l'OMS et autres, la substitution, c'est-à-dire le remplacement d'un médicament par un autre, ne peut se faire qu'à l'intérieur d'un groupe générique, c'est-à-dire entre
un princeps et ses génériques, ou entre génériques du même groupe. Donc, on n'ira pas chercher une amoxicilline remplacée par ampicilline, non. Si on doit remplacer amoxicilline 250 comme on a vu là, on doit prendre dans cette liste-là. Et c'est ça le principe de la substitution. Mais la question que l'on se pose, que nombreux d'entre nous se posent, c'est que, est-ce qu'ils sont efficaces, les médicaments génériques? L'efficacité, c'est ce qui caractérise un médicament. C'est-à-dire qu'on obtienne l'effet qu'on voulait. C'est celui-là. Et avec le moins possible d'effets secondaires. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'effets secondaires, mais on doit en avoir le moins possible. Et là, on parle de médicaments. Dès lors qu'on a beaucoup d'effets secondaires, peu d'effets thérapeutiques, ce n'est plus un médicament, c'est un poison. Et donc, ces effets-là doivent être suivis. Ce qu'on appelle le rapport efficacité-sécurité doit être suivi à tout moment. Surtout une fois que le médicament est sur le marché. Parce que c'est là qu'on peut se rendre compte qu'il y a des effets secondaires qui se développent. Et là, si les effets secondaires commencent à dépasser les effets thérapeutiques, il faut retirer ce médicament. Alors, qu'en est-il pour le médicament générique? Le médicament générique, on a dit, normalement, même efficacité. Et ça, c'est démontré. Mais, il y a un mais. Avec le développement du médicament générique, il y a des défis que l'on doit relever. Pourquoi? Parce que tout le monde peut le fabriquer. Donc, pour le même médicament, vous avez vu les 26 amoxicillines là, c'est fabriqué par chaque laboratoire. Donc, chacun peut fabriquer amoxicilline. Il peut le fabriquer en Inde, au Tchad, au Cameroun, au Bangladesh. C'est un générique. Mais ça nous pose maintenant des problèmes. Des problèmes à surveiller. C'est-à-dire, est-ce que tous respectent le dosage prévu? Est-ce que tous respectent la composition? C'est des choses qu'on doit maintenant lever à cause de la multiplicité des génériques. Est-ce que tous respectent les critères pharmacologiques? Mais aussi, est-ce que tous fabriquent selon les bonnes pratiques de fabrication? On va dire qu'on fait, mais comment on arrive? Est-ce que les appareils utilisés sont calibrés comme il faudrait pour que les 250 mg correspondent réellement aux 250 mg? C'est ce qui peut maintenant amener à une variation entre les différents génériques. Et quand on regarde cela, l'inquiétude, c'est que aujourd'hui, le médicament générique constitue le lit du faux médicament. Parce que nombreux des faux médicaments qui circulent, qu'on prend pour des vrais médicaments, ont été fabriqués en les présentant comme étant des génériques. Et dans des pays comme les nôtres, où nous n'avons pas la capacité de procéder à des études de bioéquivalence, nous nous retrouvons en situation dangereuse. Nous n'en avons pas la capacité. Je me pose la question, mais en observant, je réponds que nous n'avons pas la capacité de réaliser des études de bioéquivalence avant la mise sur le marché d'un médicament au Congo. Mais de la même manière, il faut, on l'a dit, aller inspecter les sites de fabrication. Est-ce que nous avons cette capacité d'aller inspecter les sites de fabrication pour voir si c'est conforme aux bonnes pratiques? Je ne pense pas. Mais dans les débats, peut-être qu'on versera des éléments pour nous convaincre que non, nous avons les capacités, donc le problème ne se pose pas. Alors, je l'ai dit plus haut, même principe actif, mais les excipients divergent. Et si les excipients divergent, ça amène d'autres considérations à prendre, puisque un excipient qui est un produit chimique, mais il peut entraîner des réactions d'intolérance chez un individu. Or, si nous avons deux génériques qui n'ont pas les mêmes excipients, il y en a un qui va présenter des réactions, l'autre ne va pas présenter des réactions. Et ça, c'est documenté, c'est connu, c'est ce qu'on appelle des excipients à effet notoire. Donc, on sait, parmi tout ce qu'on met dans nos médicaments-là, pour un bon nombre, on sait ce que ça peut entraîner. La conséquence, c'est que elle va prendre un générique du même princeps. Chez elle, ça va bien se passer.
lui, il va prendre un autre générique du même princeps, mais chez lui, il y aura une réaction. Or, ce que nous faisons généralement sur le terrain, c'est que quand un patient vient vous dire, moi, quand je prends tel médicament, lui ne dit pas le générique, tel médicament, j'ai des réactions. Mais quand je prends tel autre, les deux, c'est le même princeps, je n'ai pas la réaction. On dit, c'est faux, c'est le même médicament, le générique, c'est la même chose. C'est vous dire que non, parce que ce ne sont pas les mêmes excipients qui accompagnent le principe actif. Il peut y avoir des réactions différentes. Et là, est-ce que nous, professionnels de santé, nous connaissons déjà ces excipients à effet notoire? Si nous ne les connaissons pas, ben nous risquons, surtout, je ne sais pas s'il y a des pharmaciens, mais surtout, à ce moment-là, oui, il y a des pharmaciens. Nous risquons à la pharmacie de donner un générique à la place de l'autre, alors que cet autre contient des excipients à effet notoire. D'où la nécessité de bien relire les notices des médicaments avant de procéder à la substitution. Parce que sur ces notices, on vous précisera s'il y a des excipients à effet notoire et éventuellement les dispositions à prendre avant d'administrer ce médicament. Imaginons par exemple que ce soit quelqu'un qui souffre d'hypertension. On reviendra. Prenons, là, on a mis sur cette diapositive quelques effets occasionnés par un certain nombre d'excipients. Vous voyez par exemple, quand je prends, disons, l'acide benzoïque, ça entraîne une irritation de la peau. Mais si aujourd'hui, je substitue une pommade qui n'a pas d'acide benzoïque par une pommade qui a de l'acide benzoïque, le patient va avoir une irritation de la peau qui est due à l'acide benzoïque. Et c'est valable, on a beaucoup de cas, par exemple, avec des intolérances au lactose, il y a beaucoup de médicaments où, parmi les excipients, on met du lactose. Mais si le médecin, lui, en prescrivant, il savait que son malade était intolérant au lactose, il lui a prescrit un médicament qui n'a pas de lactose, mais qu'il arrive à la pharmacie et qu'on substitue en lui donnant un médicament dont l'un des excipients est du lactose. Il va faire son intolérance au lactose. Il y en a qui font des réactions allergiques. Et qu'est-ce qu'on fait? On attribue cela aux médicaments. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, parce que ça aussi nous le faisons souvent en pratique, il va dire, j'ai eu des démangeaisons, on va lui dire, prends polaramine. Le médicament est bon, mais prends polaramine. Mais ce que je voudrais vous rappeler, c'est que lorsque on réagit mal à l'excipient, on va générer des anticorps. Ces anticorps vont aller combattre l'excipient. Mais comme l'excipient est à côté du principe actif, l'organisme va maintenant identifier le principe actif également comme un corps étranger. Le jour où vous prendrez le même médicament, même sans cet excipient, l'organisme va réagir sur le principe actif. Du coup, chez vous, il n'y aura plus de bénéfice à ce médicament, sinon que des dommages encore plus grands. Donc, il est important de connaître ces excipients à effet notoire. Là, je vous ai mis par exemple l'athénolol 50. Le principe, c'est ténormine. Mais vous voyez que nous avons des ténormines avec excipients à effet notoire. Et il y en a sans effet notoire. Ténormine, antihypertenseur, normalement, il n'a pas de sodium. Donc, si parmi les excipients il y a du sodium, c'est mauvais. Mais nous en avons par exemple comme athénolol d'Aro qui a en plus du lactose. Alors que ténormine, lui, n'avait pas de lactose. Vous voyez? Donc, normalement, je ne peux pas remplacer ténormine par athénolol Aro. Parce que là, il y a du lactose. Nous avons quand même l'athénolol accord, lui, qui n'a pas d'excipient à effet notoire. Donc, si je dois le remplacer ténormine, il faut que j'aille chercher, par exemple, avec athénolol de Biogarant. Ou alors avec athénolol de accord qui n'a rien. Sinon, il est possible que mon malade fasse une réaction, alors que ce n'est même pas dû à l'athénolol. Pour ceux qui sont en transfusion sanguine, ils ne nous contrediront pas que la notion de donneur universel n'existe plus. On disait avant, je suis haut, je donne à tout le monde. On ne donne plus. Parce que le malade peut développer ce qu'on appelle des hémolysines qui vont venir détruire les globules rouges et faire perdre le bénéfice de la transfusion. C'est ce à quoi nous allons arriver progressivement avec
les médicaments génériques. Alors, le dernier aspect que nous allons évoquer avant que nous n'échangions, c'est le coût du médicament. C'est celui qui pose le plus de problèmes. Mais le principe voudrait que le médicament générique puisse coûter 30% moins cher que le princeps. Et si on applique cette règle, normalement, avec le générique, on devait voir le coût des médicaments baisser. Et il y a des pays qui l'ont réussi, en imposant justement que le médicament générique coûte 30% moins cher que le médicament princeps. Ils ont obtenu des réductions de 45 à 50%. Et surtout, quand ils exigent que le nouveau générique puisse coûter 30% moins cher que les autres génériques déjà présents. Ça a été intéressant là-bas. Pourquoi? Parce que même ceux qui avaient déjà des génériques ont reformulé leur générique pour baisser les coûts. Et même certains princeps ont vu leurs coûts baisser. Je crois que certains ont dû constater, par exemple, la baisse du prix de Augmentin. Augmentin 500 mg est passé pratiquement du double au simple. C'est à cause de ça. Il y en a qui ont constaté la baisse du prix de Cofantrine. Cofantrine qui est générique, mais il est passé de 4 000 et quelques à 2 000 et quelques. Mais c'est parce qu'il y avait maintenant d'autres artéméter luméfantrine qui circulaient et qui avaient un coût relativement bas. Donc pour rester compétitif, on a baissé le prix. Donc, si nos institutions travaillaient là-dessus, on améliorerait le coût du médicament qui circule au Congo. Parce que je vous ai mis là 2 cas. Artéméter luméfantrine dont on parlait. Nous avons identifié en ce moment, celui de 480 boîtes de 6. Nous avons identifié en ce moment 32 génériques pour un princeps, le Coartem. Et les prix varient de 1928 le plus bas à 4140 le prix le plus élevé, soit une variation de 114,73% pour le même médicament. Vous voyez, la pauvre maman est obligée parfois de débourser 4 000 francs, alors qu'elle pouvait avoir le même médicament avec 1 000 francs. Ça circule. Ça, c'est pour l'artéméter. Mais imaginons une maladie chronique, telle que l'hypertension. Là où vous êtes obligé de prendre un comprimé par jour, je peux dire à vie. Vous prenez l'amlodipine, 10 mg, la boîte de 30. Le principe, c'est Amlor. La boîte de 30 d'Amlor coûte combien? 10 645 francs en pharmacie. Mais pour autant, nous avons des amlodipines, 10 mg, 30 comprimés que nous pouvons avoir à 2225. Donc, on a une variation de 378%. Ce que le patient va débourser pour 1 mois de traitement, il pouvait l'utiliser pour 5 mois de traitement et aurait pu résoudre peut-être d'autres problèmes de santé ou d'autres problèmes de vie. À ce moment, on se demande à quoi nous jouons si nous continuons à prescrire des médicaments comme Amlor, comme Amcard, sans faire de la publicité, mais regardez l'écart de prix. Avec ça, nous ne pourrons pas améliorer l'accès aux médicaments. C'est pourquoi il faudrait que nous travaillions à mettre un certain nombre d'exigences supplémentaires lors de la délivrance des autorisations de mise sur le marché. Que le prix joue également un rôle important et qu'on puisse comparer le générique que l'on veut introduire avec les autres génériques qui sont en place. Et j'espère que nous en avons les capacités. Mais aussi, il est important de vulgariser la notion du générique le moins cher. Le vulgariser auprès de la population, afin que quand ils arrivent en pharmacie, qu'ils puissent demander à ce qu'on leur donne le générique le moins cher, le vulgariser auprès des professionnels de santé, afin que, pas seulement ce qu'on nous a appris de prescrire en DCI, parce que si je prescris en DCI, je vais mettre amlodipine, à la pharmacie, on pourrait lui donner Amlor, mais qu'ils soient sensibilisés au générique le moins cher. Comme ça, quand ils prescrivent, ils peuvent déjà, eux, savoir quel est le générique le moins cher à prescrire pour la molécule qu'ils veulent administrer. Et enfin, les responsables des structures en charge de la solidarité sanitaire doivent aussi être sensibilisés pour que, dans
ce qu'ils font de bon pour améliorer l'accès aux soins, mais qu'ils sachent comment identifier les médicaments les moins chers qui devraient être pris en compte dans le cadre de leur programme, ce qui ferait qu'avec le même panier d'argent, ils peuvent mettre à disposition plus de médicaments. Ou alors avec ce qui ferait comme gain qu'ils puissent l'investir, pourquoi pas, dans le renforcement du système de santé. Alors, quand on a dit cela, on conclut en disant que oui, pour nous, le médicament générique est une excellente opportunité pour le renforcement du système de santé et pour l'amélioration de l'accès aux médicaments, donc de l'accès aux soins. Mais à condition, ça il faut qu'on le retienne, de mettre en place des conditions pour garantir l'efficacité et l'innocuité des médicaments génériques, c'est ce dont on venait de parler, mais aussi des conditions pour assurer une substitution adéquate de ces médicaments. Et enfin, que l'on puisse intégrer la notion du médicament générique moins cher dans notre pratique de tous les jours. Cher professeur, j'en ai terminé, je vous remercie.